Kinobro présente un podcast de cinéma des frères Chanteau. Attention, ici, on spoil comme des porcs. Bonjour et bienvenue dans Kinobro, le podcast cinéma des frères Chanteau. Je suis Nicolas. Et je suis Sébastien. Et on va parler de cinéma. Et oui, on est de retour après une longue absence. Voilà, je sais que... Bon, à mon avis, personne s'en est rendu compte. Bon, mettez-le dans le commentaire si jamais vous en êtes rendu compte. Mais si, on a manqué. Qu'on ait l'impression de ne pas prêcher dans le désert. Oh là là. J'aime bien faire ma drama queen. Non, parce qu'en fait cet été on avait plein de films qu'on voulait voir et dont on voulait parler, mais au final, à chaque fois en sortant, on s'est dit bof. Ouais, on s'est demandé la pertinence du truc. Après, c'est vrai qu'on était sur d'autres projets aussi, dont on reparlera plus tard. Mais voilà, on était occupés sur pas mal de fronts. Et on peut dire un petit peu ce qu'on a vu rapidement. On peut faire un petit bilan de l'été si tu veux, en intro. Bien sûr. Qu'est-ce qu'on a vu ? On a commencé, je crois qu'on avait vu Limbo de Soi Chiang. Effectivement, un polar chinois en noir et blanc, très très sombre. Polar qui avait été un peu encensé. Alors pareil, on est allé voir des films globalement qui étaient encensés par la critique. J'avoue ne pas avoir été conquis par le film de Soi Chiang. Je trouvais que ça m'a pas vraiment emballé. Sur le scénario, je l'ai trouvé assez Oui, ultra classique, très classique dans les codes un peu virilistes du polar urbain en fait. Voilà. Et après il y a 2-3 effets de mise en scène, enfin 2-3 éléments de filmer la ville, voilà, les textures aussi des poubelles, voilà, et compagnie, voilà, qui c'est vrai qui dénotent un petit peu et qui font que c'est un film singulier. Pour faire très vite le pitch, c'est un film de serial killer. L'histoire qui se passe donc à Hong Kong et qui illustre littéralement l'idée d'une ville qui est une sorte de décharge à ciel ouvert, quoi. Mais c'est vrai que c'était très très premier degré. Et pour ce type de film aujourd'hui, un peu de mal à rentrer dans quelque chose d'aussi... Je peux pas dire, cliché quoi. Il y a une forme de cliché, même s'il y a des très beaux plans comme tu dis et l'imagerie des ordres, enfin il y a une ambiance, mais il y a pas grand chose de plus j'ai trouvé au film. Oui, après c'est difficile le premier degré. Pour moi il faut vraiment qu'il y ait une intelligence quand même dans la narration, dans le scénario, dans les expressions, les émotions convoquées, quelque chose de vraiment singulier. Je trouve que c'est vraiment très compliqué. Et là, en plus, avec le polar, c'est un peu la hard-boiled, quoi. Et moi, voilà, le côté viriliste du film fait que je me suis un peu ennuyé. Donc, un peu déçu. On est passé à côté. Peut-être que dites-le dans les commentaires si vous avez adoré. Ensuite, qu'est-ce qu'on a regardé ? On a vu Slam Dunk, the First Slam Dunk de Takehiko Inoue. Alors Takehiko Inoue, moi je n'ai pas lu la première mouture, c'est-à-dire le manga de Takehiko Inoue. Voilà, donc c'est une adaptation de son manga, mais pas une adaptation littérale, c'est à la fois un préquel et une suite en fait au manga Slam Dunk. Que j'ai trouvé plutôt sympa, vraiment chouette, match en temps réel, en animation, en temps réel. Structuré, en gros l'idée c'est qu'on reste dans la finale d'un championnat de basket, voilà, et c'est ponctué par des flashbacks de différents joueurs. C'est vraiment un film que j'ai trouvé très sympathique, ça m'a donné envie de lire le manga, évidemment. Je connaissais Takehiko Inoue par son manga Vagabond, l'adaptation de la vie du samouraï Miyamoto Musashi, je vais y arriver, Musashi. Voilà. Et tu as un truc à dire toi sur ce film ? C'est un film qui est un film d'animation en 3D, même s'il cherche à singer un petit peu le trait de dessin de Takehiko Inoue, et donc qui permet justement par l'usage de cette technique qui lui a permis d'utiliser de la performance capture, un découpage et une mise en scène très, très dynamique qui cherche à vraiment adapter on va dire les codes stylistiques, le style manga en film, quoi. Et donc ça donne vraiment quelque chose de très exaltant en termes de mise en scène, quoi. Les dernières minutes du match sont assez géniales, j'ai trouvé. Donc un film très, très intéressant. Alors on nous avait objecté que c'était pas réaliste le traitement du film. Voilà, après moi c'est vrai que je ne suis pas passionné de sport, donc j'avoue que j'en avais rien à secouer, mais peut-être que les passionnés de sport seront plus affectés par le fait qu'il y a peut-être des invraisemblances.
Voilà, vous serez juge. Il y a certains codes qui sont importés du manga de sport et donc du manga, le fait que ça soit une œuvre de fiction et qu'il y a certaines choses qui sont un peu plus, on va dire, travaillées de manière à ce que ça crée du drame, du conflit et tout ça. Voilà pour Slam Dunk. Alors, on n'a pas vu Oppenheimer parce qu'on a un contentieux avec Nolan et qu'on avait une motivation assez faible pour aller voir le film, payer je sais plus combien, dans une grande salle. C'est 3 heures. Bon, déjà, c'est 3 heures de film. Le dernier Nolan qu'on a vu, qui est Tenet, nous avait pas spécialement enthousiasmé. Voilà, donc on n'a pas vu, même si bon, il y a eu des échos. Moi, il y a Paul Schrader, le grand cinéaste et scénariste américain, a encensé le film. Du coup, je suis quand même un peu curieux, mais voilà, on verra sur le moment, même si j'espère qu'on pourra le voir à la médiathèque. Voilà. On n'a pas vu Barbie non plus. On n'a pas vu Barbie non plus. On n'a pas vu Yannick. On n'a pas vu Yannick aussi, le film de Dupieux. Voilà. On n'a pas vu Sound of Freedom. On n'a pas vu Sound of Freedom, le film préféré des personnes contre la pédophilie. Mais bon, en général, j'espère que tout le monde qui nous écoute est contre la pédophilie. Voilà. Mais on a vu quand même un film, on a vu La Palme d'Or, on a vu Anatomie d'une chute. On a vu Anatomie d'une chute, effectivement, La Palme d'Or. Voilà. On avait vu même la filmographie de Justine Triet aussi avant, on avait revu. Exactement. Alors, unanimité critique dithyrambique pour le film de Justine Triet. Pour ma part, j'ai trouvé le film chouette. Bien interprété et tutti quanti. Malgré tout, je reste un petit peu sur ma faim, comme d'habitude. Découpage, on en reparlera avec le film qu'on va parler, le film central de ce podcast, mais la question du découpage, pour moi, elle est centrale au cinéma, et malgré tout, quand je vois un film comme ça, je suis un petit peu ennuyé. Je trouve donc la mise en espace du film et l'agencement des plans, moi personnellement ça m'ennuie. Alors là ça fait un peu snob, élitiste de dire ça comme ça, hein. Mais voilà, la manière de raconter le film, j'ai pas trouvé ça non plus. Enfin, le scénario je pense est intéressant, la mise en image, le visuel, en gros la lumière, enfin ça c'est vraiment l'école française un petit peu. Ça m'a surpris parce que les films précédents de Trier étaient beaucoup plus travaillés il me semble en termes de lumière. Il y avait quand même quelque chose au niveau des couleurs et tout, Victoria par exemple que j'avais beaucoup apprécié. Celui-là, je l'ai trouvé, alors peut-être c'est parce qu'ils se sont dit on fait un thriller, on va être beaucoup plus terne, peut-être dans les couleurs ou quoi. Mais même j'ai trouvé que alors peut-être ça m'est passé et que c'est moi qui l'ai pas vu, mais j'ai trouvé que ça manquait d'expressivité en fait. Moi j'aime bien quand la lumière dit quelque chose de la scène, crée du sens. Là j'ai trouvé que c'était vraiment l'école naturaliste, alors pourquoi pas, bon c'est vraiment la tradition française, hein. On mime d'appréhender le réel, d'enregistrer le réel, bon. Voilà, c'est un choix. Et après, voilà, je l'avais pressenti un peu dans les précédents films. Encore que dans le Victoria, il y avait un travail sur le scope. Il y avait aussi un travail sur vraiment le format scope, le format horizontal, hein, qui permet d'agencer plusieurs personnages dans l'espace, par exemple. Dans un dialogue, on n'a pas besoin de faire un champ contre champ, on peut mettre les deux personnages qui discutent en gros plan, dans un film en scope. Là, c'est tourné avec un autre format, il me semble que c'est du 1,85. Donc c'est avec un format un peu plus rectangulaire, c'est le 9e classique, quoi. Voilà, enfin, globalement j'ai trouvé la mise en image beaucoup plus pauvre. Alors, et moi, oui, ça peut m'ennuyer un petit peu. Alors c'est du dialogue, c'est bien fait et tout ça. Mais je me dis, il manque quelque chose, quoi. Il manque quelque chose. Pour t'enthousiasmer, quoi. Enfin, disons que voilà, après les comédiens sont bien et tout. Alors peut-être que c'est une marotte personnelle, hein. Enfin, vraiment, ça fait une lacune un peu, quoi. Disons, après, voilà, c'est toujours le truc compliqué avec le statut de la Palme d'Or. Et on attend des films qui soient définitifs. Aujourd'hui, je sais pas si ça a déjà été le cas, à vrai dire, parce qu'on revoit un peu l'histoire du cinéma rétrospectivement. Et là, bon, voilà. Oui, voilà, les grands films, à l'époque où l'âge d'or des Palmes d'Or. Voilà, oui, il y avait des grands films parce que le cinéma était dans une forme olympique. Là, le cinéma est dans une moins grande forme pour plein de facteurs, hein, voilà, il est moins au centre de la société. On lui demande de résoudre moins de choses. Les gens ne pensent pas le monde à travers ce médium tant que ça. Ça reste un média moins populaire, hein, que d'autres médias. Après, je pense qu'il y a quand même une volonté de faire un film qui est ouvert à tous. Oui, bien sûr. Avec moi, alors, sachant que c'est un film qui quand même s'attaque à des questions, on va dire, prédominantes dans la société française aujourd'hui, enfin, dans la société même en général, avec surtout après MeToo, avec tout le reste, à savoir la perception des femmes et de la culpabilité dans la société, quoi. C'est un film de procès,
Donc c'est aussi pour rejoindre un petit peu ce que tu disais sur la mise en scène du film. Il y a plein d'autres films de procès, Témoin à charge de Wilder, La vérité de Georges Clouzot, qui ont donc un peu pris justement ce cadre spatio-temporel pour essayer de travailler leur mise en scène et justement travailler le langage du cinéma dans cet espace très clos, quoi. Donc forcément, le film, il est arrivé après tout ça, quoi. Moi, c'est vrai que quand j'ai vu le film, j'ai eu un peu peur la première heure parce que j'avais trouvé que l'exposition en fait du crime, ou en tout cas du fait divers, un peu poussive. Et ça se rattrapait un petit peu quand on rentrait dans la salle de procès, quoi. Et je suis d'accord. Ouais. Mais c'est vrai que c'est bien fait, mais moi aussi il m'a manqué quelque chose de plus pour être vraiment enthousiaste sur le film, quoi. Non, mais je suis d'accord avec toi. Après voilà, je pense aussi que c'est juste moi, pour revenir sur l'histoire de découpage, je sais pas, moi je vois le cinéaste, ok, il va gérer des performances ou quoi, mais pour moi aussi, il doit aussi travailler son cadre, sa manière d'agencer la mise en espace, la mise en temps et en espace de son film, quoi, voilà. Et c'est quelque chose que je trouve, malgré tout, elle se repose beaucoup sur les acteurs, elle a toujours fait sur tous ses films, mais là je trouve qu'elle se repose vraiment beaucoup sur eux, et ils tiennent la marque. Le scénario est bien foutu, je pense, le scénario qu'ils ont rédigé là, avec Arthur Harari, il est très bien. Mais c'est vrai que alors moi je me suis dit, en plus le film travaille la question des formats un petit peu, il y a plusieurs types de formats, il y a des vidéos de médias, il y a des vidéos d'enregistrement, je me suis dit, est-ce que ça va être là-dedans, mais même pas. À tel point, un moment où je me suis dit, mais on est où là, on est sur quel type de format, parce que il y avait tellement pas de différence entre la caméra qui est censée être DV que la caméra qui était la caméra principale. Je me suis dit, non mais... Enfin bref. Bon, après, on va pas faire le procès de Justine Triet. Hein, voilà, elle a gagné la Palme d'Or, elle a fait un beau discours à Cannes, bravo à elle. Maintenant, on peut passer, du coup, au film qu'on a décidé de voir. Le règne animal de Thomas Caillet. Alors, Thomas Caillet qui a réalisé un long métrage, il y a 9 ans. Il y a 9 ans, c'est peut-être à noter, hein, il a réalisé Les Combattants. Les Combattants, avec Adèle Haenel et Kevin Azaïs. Ouais, bien joué d'avoir retenu le nom du mec. Je n'ai pas retenu le nom du mec, j'ai regardé sur Wikipédia. Tu as triché. Voilà, j'ai triché. C'était la révélation aussi d'Adèle Haenel à travers ce film, quoi. Voilà. Donc c'était un très chouette film, bien troussé, de comédie, plus classique dans le montage financier, parce que c'était un film en gros une chronique adolescente, hein, où des personnages, voilà, je crois que c'est l'été, je sais plus exactement le pitch du truc, mais bon, c'était une histoire, ils vont faire une espèce de stage en armée, il me semble. Voilà. Ouais, exactement. Très chouette film, franchement, et ça annonçait du bon, je trouvais. Il y avait un ton singulier qui dénotait même par rapport au cinéma français. Oui, on va dire un humour particulier, un sens du cadre aussi, et de la direction d'acteur qui était chouette, même si ça restait on ne sortait pas entièrement de ce qui pouvait sortir du cinéma français, c'était quand même moi j'avais trouvé une réussite quand je l'avais vu, quoi. Voilà, et donc là il revient 9 ans plus tard, il a fait par une série sur Arte qu'on n'a pas vue, ouais. Ad Vitam, donc il revient avec ce qu'on nous a présenté comme un film fantastique. Donc, ce qui est quand même assez surprenant, hein, parce que moi, c'est vrai que quand j'ai vu la première bande-annonce du film, je me suis dit, ah ouais, ça m'a quand même titillé ma curiosité, parce que je ne m'attendais pas à ce qu'il y a un film avec même une ambition d'avoir des créatures, de montrer des créatures dans le paysage français, quoi, qui soit fait par ce cinéaste-là, quoi. Est-ce qu'on commence par le synopsis ? On pourrait se faire un petit résumé, ouais. Dans un monde en proie à une vague de mutations qui transforme peu à peu certains humains en animaux, François fait tout pour sauver sa femme, touchée par un phénomène mystérieux. Alors que la région se peuple de créatures de nouveaux genres, il embarque Émile, leur fils de 16 ans, dans une quête qui bouleversera à jamais leur existence. Putain, rien que le résumé, ça le cinéma français. Alors, donc on y est allé parce qu'on était curieux, évidemment. En plus, le fantastique, c'est un peu un genre de prédilection, hein, pour moi. Et donc on s'est dit, bon, c'est le réalisateur des Combattants, allons voir ce que ça donne. Il y a un changement d'échelle, évidemment. Ça a été dit, alors bon, je sais pas si les gens suivent ce podcast, mais La Gêne Occasionnée a déjà fait un podcast dessus, hein. Capture Mag aussi. Voilà, donc ça a été dit, c'est un changement d'échelle par rapport au précédent film. Il y a plus d'argent, il y a du risque,
Voilà, il n'y a pas une révélation. Il y a une révélation masculine, enfin, du moins qui est présentée comme une révélation masculine. Il y a Romain Duris, le classico. Hein. Il y a Adèle Exarchopoulos aussi. Voilà, une autre actrice bankable. Et évidemment, donc la révélation Paul Kircher. Paul Kircher. Je ne sais pas comment ça se prononce. Kircher. Voilà, excusez-nous. Non, voilà, Paul Kircher, je dirais. Ouais. Paul Kircher. Les critiques sont dithyrambiques. Voilà, c'est vraiment, il a plus de 4, je crois qu'il est à 4,4 sur Allociné quand j'ai regardé. Les presses et spectateurs un peu moins, mais 4. Donc je pense que ça va être, il y a moyen quand même que ce soit un succès public. On verra comment ça fonctionne. Il y a eu un film précédemment, La Nuée là, de Juste Philippot, qu'on n'a pas vu non plus. Ouais. Mais qui est sorti au cinéma, voilà. Donc c'est le second film français fantastique. Alors c'est vrai qu'il y a un nouveau guichet qui a été ouvert pour aider ce type de cinéma. Je pense parce qu'il y a un intérêt industriel derrière pour faire vivre certaines justement boîtes qui font des effets spéciaux. C'est tout l'enjeu hein, aussi de subventionner ce type de cinéma. Et puis il y a un effet nouveauté, je pense. Depuis en tout cas le Grave de Julia Ducournau, il y a une nouvelle brèche qui s'est ouverte pour ces films-là en fait, et l'idée de sortir un petit peu du carcan du cinéma français d'auteur. Et de proposer quelque chose de nouveau pour le public. Mais là, je pense que le film, justement, se trouve à l'intersection entre le film de genre et le film d'auteur. Et il se présente comme tel. Oui. Voilà, et on verra, justement, dans notre première partie, à quel point il a une dimension peut-être bicéphale. Après, voilà, c'est vrai que c'est marrant parce que quand on pense cinéma de genre, tu vois, on peut penser à des grands auteurs comme... je sais pas moi, au hasard, John Carpenter. Au hasard. Mais le mec, justement, comme c'est pas la même façon aux États-Unis de penser le cinéma, on a moins la dimension autoriste, hein, même si je pense que Carpenter a très, très, très en tête les grands cinéastes hollywoodiens et le rôle du réalisateur et la patte du réalisateur, c'est quelque chose de très important pour lui. Voilà. Il y a moins cette posture autoriste. Mais bon, voilà, là, c'est vraiment un film qui se réclame des deux et qui va réconcilier tout le monde. On va en discuter. Donc on peut commencer si tu veux sur ça. Ouais, alors voilà, c'est vrai que le film se présente un petit peu comme un film à deux protagonistes, à savoir le personnage donc donc le père qui s'appelle François et son fils Émile, donc qui vivent dans une société qui est en pleine crise suite à l'apparition en fait de créatures, ce qui s'appelle des bestioles. Les fameuses bestioles. Les bestioles, donc des êtres humains. Qui se transforment en animaux, voilà. comme on disait. Voilà. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que le personnage, donc, le personnage de Romain Duris, sa femme est devenue une bestiole. Et donc, son fils va commencer, en fait, à devenir lui aussi, à présenter les premiers symptômes de cette maladie, quoi. Et donc, tout le film va, à partir de ce moment-là, se morceler en deux, avec le fils qui va redécouvrir son corps, et essayer de faire face à ça, et donc il va se rapprocher de l'animalité et Ça vous rappelle pas quelque chose bon. C'est peut-être possible, que ça renvoie à quelques films récents d'ailleurs français, même des films français, voilà. Et le père qui doit faire face à ce nouveau deuil peut-être à affronter, quoi. Ouais, tout à fait. Alors justement, moi par rapport à ça, voilà, bon, je vais peut-être le dire de suite. J'ai apprécié le film sur certains points. Franchement, je trouve que c'est un film sympathique. C'est un film singulier, quoi. C'est un film singulier, voilà, quand même. C'est quand même quelque chose où tu n'as pas cette ambition d'avoir des créatures comme ça et de les montrer de manière directe comme ça. C'est pas quelque chose que tu as souvent en France, quoi. Tout à fait. Après, c'est un film, je pense, qui malgré tout ça reste un film de cette industrie-là, et pour plein de raisons. Alors c'est marrant, quand je dis ça, je me dis à quel point, qu'est-ce que t'aimerais ? Bah ouais, c'est vrai que j'aimerais peut-être que ça soit peut-être un poil différent dans l'approche industrielle. Parce qu'on sait que par exemple le cinéma hollywoodien, le blockbuster, on sait le côté industriel et on voit l'éthique et les trucs de réalisation qui font que ça reste aussi des films industriels. Là, pour le coup, j'aurais envie de dire, il y a certains choix de mise en scène ou de même stylistique qui trahit un peu la dimension industrielle de ce film. Industriel dans le sens où on est dans un film français, comment on aborde les choses et compagnie, sans forcément singer les Américains. Quand Besson fait un film, par exemple, de genre, on va dire, il fait un film à l'américaine, voilà, comme ça. Et là, moi, je sais que je sais pas, moi j'aimerais bien, c'est comme quand il y a eu les films italiens, tu vois, des années 60, les films italiens fantastiques, oui. Il y avait une patte italienne. Je suis pas sûr qu'ils singeaient forcément
les films américains ou les films anglais même, je pense. Tu vois. Il y avait quand même, on voyait très bien qu'on se retrouvait dans les 60-70. Il y avait une patte, c'était ça, et comme même les westerns, quoi. Il y avait la patte italienne. Et là, c'est vrai que bon, ok, la patte française, pour le coup, je suis pas certain que ce soit les gros points forts du film, mais on va en reparler. Surtout qu'en plus, là, Thomas Caillet se revendique beaucoup de Spielberg sur ce film-là. Oui, l'affiche, moi, me faisait penser à du Spielberg, et j'ai l'impression que la promotion tourne autour de ça. C'est un film Spielbergien dans le sens où la famille va se reconfigurer et se trouver confrontée à une créature, à du merveilleux ou du fantastique. Et on va discuter de ces notions et voilà, comment elle va interagir. Un truc aussi que j'ai trouvé pas mal et qui a été abordé aussi dans les 2 podcasts que tu as mentionné, c'est vrai, et je pense toi aussi, c'est quelque chose qu'on a discuté avant, que tu disais que tu aimais bien, c'est la manière dont il met en scène et il décrit une société qui est toujours un petit peu en crise, quoi. Oui, alors pour moi, ça c'est vraiment le gros point fort du film, je pense. Il y a une première séquence en fait qui montre un petit peu le côté blasé des personnages malgré l'étrangeté, malgré l'extraordinaire. Là, moi, où je dis, le film, c'est vrai que je trouve qu'il est plus finalement de l'ordre de la science-fiction, parce qu'il, même s'il y a quelques touches de fantastique, il met plus en cause une société en fait. Ça, je trouvais ça assez malin de dire, ok, c'est toute la France qui a cette épidémie qui transforme les gens en bestioles. Et ça, je trouve que c'est une bonne idée. Et voilà, ça vraiment, je trouve que ça arrive bien à encapsuler la question de la crise permanente qu'on a, même encore aujourd'hui. Alors là, en ce moment, quand on a enregistré le podcast, on est en plein... on a eu des attentats encore en Bruxelles hier. Il y a eu ce qui se passe Israël-Palestine. On a le Covid, on a la crise écologique. On est et c'est vrai qu'on sent ça dans ce que dépeint le film. Et ça, je trouve que c'est le zeitgeist. Alors c'est un mot compliqué de philosophie pour dire l'esprit du temps. Donc c'est l'esprit du temps en fait, il y est dans ce film. Et ça, c'est pas rien. Ça, je tire mon chapeau au réalisateur et à son équipe. Je trouve que c'est vraiment une bonne chose. Ouais. Même si au final, c'est quelque chose qui est qui est pas l'axe qu'il aura privilégié dans le film. Il y a plusieurs pistes un petit peu. Ouais. Voilà. Moi, c'est vrai qu'il y a des trucs aussi que j'ai beaucoup aimé dans le film, mais c'est vrai que c'est un film qui part dans beaucoup de directions et qui en privilégie, je trouve, pas tout le temps celles que moi j'aurais voulu qu'il explore. C'est-à-dire qu'on a justement, comme j'ai dit, le personnage du fils, donc on va vraiment en fait s'axer sur lui dans le film, avec cette chronique d'éveil un peu à l'adolescence, au corps qui change. Alors tout ça. Ça pour le coup, je t'interromps. Pour moi ça c'est assez... C'est pas ce que j'ai préféré du tout, parce que je trouvais qu'il n'y avait pas grand chose de nouveau au soleil. Sur cet axe-là, toute la partie... Alors, comme on disait tout à l'heure, ça renvoie même à des films fantastiques français qu'on a vus. Alors je me suis dit, ok, j'espère que la seule façon qu'ont les gens d'aborder ce genre, ça va pas être de faire des trucs sur le corps change des adolescents, quoi. Parce que c'est ça, en fait. Il y a eu le film de Boukerma, là, Teddy. Ouais. Il y a eu Grave. Il y a eu même, on peut... Alors, Titan, on va dire que c'est avec la grossesse, c'est encore autre chose. Mais voilà, il y a un truc dans le cinéma français, quand même, sur ça. Et... Bon voilà, j'espère qu'il y a d'autres façons d'aborder le genre. Après, encore une fois, le français est très rationnel. Du coup, oui, l'aspect mythologique, par exemple, on aurait pu imaginer, je sais pas, sur le loup, parce qu'en plus, il se transforme en loup, hein, le personnage. Ou en renard. Donc, on sait pas trop, en fait. C'est vrai que le film, il ressemble pas... Enfin, lui, on sait pas, mais sa mère ne ressemble pas tant à un loup. Un ours. Mais il y a un truc, je sais pas, mais c'est bizarre, un ours, elle, plus. Je crois que c'est plus un ours, en réalité, elle. Ouais, bon, en tout cas, c'est un monstre, quoi, un hybride, une chimère. Bon, voilà, donc ça pour dire que je trouvais ça dommage, ouais. Je sais pas toi comment tu vois la chose. Mais... Moi, tout à fait aussi, ouais. Je trouvais que, surtout qu'en plus, le film va pas, c'est vrai, hyper loin dans la métamorphose, en fait. Oui, alors c'est vrai que, comme d'habitude, on l'a pas redit peut-être en intro, mais voilà, on va spoiler. Il vaut mieux avoir vu le film. Hein. Voilà, évidemment. Ou alors ne pas vouloir le voir. Oui. Et donc à la fin, le personnage ne va pas se métamorphoser. En fait, il est libéré par son père. Voilà, comme on s'y attend, il y a une réconciliation, il est libéré. Et on n'a pas du tout comme, je sais pas, dans La Mouche. Ah bon, c'est vrai que c'est un film... c'est un film qui date, mais en gros, même dans La Mouche Noire, avec Vincent Price, les personnages vont au bout de leur métamorphose, souvent, quoi, voilà. Et là, ça bouleverse, c'est des grandes séquences, c'est même un des plaisirs, même. Il y a même un truc, je pense, à faire, tu sais, sur
sur les métamorphoses au cinéma, on peut citer la plus célèbre, on va dire que c'est celle de Loup-garou de Londres, de John Landis. Voilà. Il y a quand même quelque chose... c'est des images cinématographiques très marquantes. Voilà. Là, c'est vrai qu'il décide de ne pas le faire. Alors, aussi parce que c'est progressif, bon, pourquoi pas. Même, du coup, le film s'arrête, on ne saura pas quel vilement, son devenir, il nous est laissé à nous. Voilà. Je pense aussi parce que le film n'aurait pas pu se terminer avec aussi autant de gaieté si on était resté sur la transformation globale qui, malgré tout, allait changer. Si on a vu sa mère avant, voilà. Je pense que ça aurait été plus ambivalent et plus équivoque. Et j'ai pas l'impression que le film va être équivoque et veut poser problème. J'ai l'impression qu'à la fin, il faut que le film réconcilie tout le monde et puis on est... Voilà. Et je pense que ça vient aussi du fait que il y a l'autre protagoniste du film qui aurait pu être le père, qui est un peu mis de côté et qui est censé, alors, sans la représenter, c'est un peu bizarre comment le personnage est décrit, l'autorité en fait. Et donc la société par extension, quoi. Et alors que bon, c'est un personnage qui est relativement positif, puisque il a quand même c'est quelqu'un qui est ouvert parce qu'il a subi lui aussi, il y a sa femme qui s'est transformée, donc il n'est pas anti bestiole, mais qui a un petit peu ce point de vue un peu humano-centré, quoi, où il pense qu'il y a des solutions pour tout qui sont faisables par l'humain, quoi. Et moi c'est vrai que c'est un personnage, je me suis dit, il est un peu... au début, il est assez présent, et puis il est progressivement laissé de côté par le film. Il y a même des scènes où, malheureusement, je trouve que ces problématiques sont dites un peu verbalement par Romain Duris. Alors c'est vrai que Duris, la première séquence m'a fait peur aussi. Duris. Alors moi, j'ai rien contre Duris, dans l'absolu. Enfin voilà, c'est le type d'acteur. Bon, vous savez, il y a des espèces d'acteurs, il y a des typologies d'acteurs. Au final, à la fin, ils jouent plus que leur rôle. C'est-à-dire que Duris joue du Duris, Dujardin joue du Dujardin. Ils ont fait un rôle marquant, et puis en fait, après, ça va être que des variations. Depardieu, maintenant, il fait plus que du Depardieu. Enfin voilà, donc. Sauf, bon, j'allais dire un truc sale sur Depardieu. Mais ouais, donc là, en fait, bon, Duris. Mais la première réplique, moi, j'ai trouvé ça très étrange. Cette attaque, là, c'est très très bizarre. Et c'est vrai que je pense qu'il n'est pas aidé non plus par l'écriture. Non, la première séquence, la discussion où ils sont tous les deux dans la voiture et où on présente un peu le conflit qui va les animer tout le long du film, et un peu, avec des répliques très 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 bizarres, quoi. Voilà. Après, c'est vrai que son personnage, du coup, les arcs des personnages, de toute façon, il y a plein d'arcs qui sont... Alors, les arcs, je rappelle pour nos auditeurs, ça va dire la ligne narrative des personnages, qu'est-ce qui va leur arriver dans le récit. Lui, oui, il va bon, son arc est clôturé, mais il y a d'autres personnages aussi, plein d'autres personnages où c'est pas clôturé. Et même lui, du coup, on a l'impression qu'il est un peu protagoniste, mais en fait pas tant que ça, c'est plus son fils. Du coup, il a un peu trop de place presque pour que ce soit... t'as envie d'en savoir un peu plus, notamment par rapport à son deuil à lui, parce que c'est pas évident, mine de rien, à la fin il a tout perdu, le mec, quoi. Il va aller en tôle parce qu'il a agressé un gendarme en plus. il perd sa femme, on va dire, mais en fait en réalité c'est peut-être parce qu'on va dire qu'il n'a pas perdu sa femme, même si c'est vrai que globalement le rapport est différent. Peut-être qu'ils vont faire le règne animal 2 avec il va essayer de dialoguer avec sa famille. Non, mais c'est vrai que voilà, il y a quand même un truc du deuil qui est intéressant quand même, qui est aussi une des thématiques fantastiques les plus récurrentes, hein, la question de la mort aussi, de l'absurdité de la vie, ou voilà. Donc c'est pour ça, il y avait un truc à jouer en fait sur lui, et que je très très beau, même par rapport au personnage d'Adèle Exarchopoulos. Je suis désolé, je le prononce sûrement mal, mais qui n'est pas traitée elle aussi. C'est triste parce que on voit la figure qu'elle déploie, on aurait dit presque que ça aurait pu être du Adèle Haenel. Je sais pas, le personnage en tout cas, il a pas vraiment non plus d'aspérité, il est un peu... Qui est un personnage, elle joue un flic. Voilà, il joue un gendarme. Un gendarmette. On dit un gendarme. Mais pareil, il manque... elle est vraiment un personnage allié, fonction pour les autres personnages. Voilà, et au final, il y a que le fils finalement qui a une espèce de réalisation globale. Mais je sais pas, c'est bizarre. Même dans la mise en scène aussi, ça aussi, j'ai pas senti qu'on était vraiment du point de vue du fils. Je pense que... suffisamment du point de vue du fils. Je pense qu'on aurait gagné presque le film à être vraiment, vraiment plus de ce point de vue. Après, peut-être que je suis un peu dogmatique sur ça, hein, sur ces questions-là de point de vue. Moi, c'est vrai que si tu veux faire un film à deux protagonistes, il faut vraiment le travailler. Il faut justement. Mais comme tu dis, tu pouvais pas terminer, je pense, le film sur ça, en fait, sur une fin qui, on va dire, relie les gens. Tu vois, relie le règne animal et le genre humain.
Parce Oui, que la oui. fin, si on, C'est ça, ouais. la fin qu'on aurait voulu voir, je pense, c'est une fin où, comme on a dit tout à l'heure, où le fils se transforme et donc il devient une bestiole. Et forcément, la communication avec un animal, c'est pas la même qu'avec un être humain. Exactement. Et voilà, il y a tout un Quoique, truc quand sur- tu vois les dialogues, ça a l'air difficile déjà l'adolescence. Hein. Mais, et Après, voilà. je sais pas, moi je me rends pas compte, je suis pas d'enfant, hein, mais ça a l'air très difficile. Mais c'est vrai que il y aurait eu quelque chose peut-être de plus fort émotionnellement en fait et de moins bateau à être juste dans la libération de Après, l'enfant en fait quoi. Ouais, après, moi ça me dérange. Enfin, pourquoi pas aller dans ce sens-là? Et moi, c'est juste que j'aurais aimé, peut-être, pour que le père, pour que ce parcours du père soit vraiment entendable. Il tient dans le film, hein. Mais je trouve dommage, Oui. c'était vraiment intéressant en fait. Comment tu Ouais. laisses partir quelqu'un? Mhm. C'est une question très difficile. Et comment tu coexistes aussi en l'ayant laissé partir. Oui, voilà, comment, Et exactement. ouais. comment, voilà, par extension, tu peux parler voilà, de notre rapport au vivant, en fait, à côté, quoi. Oui, oui, oui. Plutôt que d'être que dans la chronique, en tout cas, de l'enfant, qui passe à l'âge adulte, quoi, et qui atteint son autonomie. Qu'est-ce que t'as pensé? Alors, je sais que, bon, pareil, les critiques sont dithyrambiques sur le jeu de Paul Kircher. Il a une physicalité. Ouais. Il y a une physicalité. Non, mais après, je pense, j'ai rien à dire de spécial. En fait, je me suis dit, mais ok, les adolescents, waouh. Après, c'est difficile parce qu'à la fois, il joue un adolescent, mais qui se transforme encore plus. Et... Alors, oui, le jeu de Paul Kircher, c'est vrai qu'il y a un truc. Ah oui. Il y a un truc de temps où je me suis dit, est-ce que c'est franchement très heureux, vu justement le fait qu'il n'ait pas trop mis en scène ou fait évoluer la transformation. Il y a quelques passages, c'est vrai, où j'ai trouvé que la manière dont il jouait le chien, moi ça me faisait penser à Didier, en fait, d'Alain Chabat. Et on était sur un registre comique, je suis pas sûr que c'était toujours la cible et la volonté c'est vrai. des séquences, quoi. Après, bon, ouais. Mais c'est pas évident, ouais. Mais c'est pourquoi pas qu'il y ait l'humour, c'est toujours très bien. Hein, non, voilà. tout à fait. Mais c'est vrai que ouais, ça dépend. Il y a des scènes où effectivement tu te dis ouais, quand par exemple il se fait calculer là, par le blond, là, le raciste, enfin ce que je mets avec des guillemets, le spéciste du coup, spéciste, qui l'attaque à l'ultrason. Ouais, tu sais que à mon avis c'est pas, c'est censé être une séquence dramatique. Alors moi ça m'a pas donné envie de rire, mais toi ça t'a gêné. Mais Ouais. moi ça m'a gêné, ouais. Enfin, moi c'est un truc de toute façon même par rapport au film qui tient un petit peu justement de toutes ces pistes un peu non explorées. Il y a quand même un mini souci de ton en fait. Où j'ai trouvé que des fois, est-ce que tu voulais partir dans l'humour ou est-ce que tu voulais être dans l'effroi? Quelle émotion en fait tu voulais provoquer? Et c'est peut-être ça où je suis pas sûr en fait, et parfois même tu ressens rien en fait, t'es plus dans ok, t'es un peu extérieur à ce qui se passe justement parce que tu vois l'acteur qui joue le chien un petit peu. Moi j'ai trouvé en tout cas. Là où peut-être l'emploi de prothèses ou de quelque chose d'un petit peu plus qui te mettent un peu plus alors là, moi, la mal à grande l'aise. question, c'est le budget, parce que même s'il y a 18 millions d'euros, Oui, moi, oui. je me suis demandé à quel point, des fois, ils étaient un peu limités, notamment, même la transformation du fils, au final, il a 3 poils sur le dos et un peu une colonne vertébrale, un peu. Mais en fait, je me demande, est-ce que c'est le budget ou est-ce que c'est l'envie d'être consensuel? Parce qu'il faut pas trop que ça gêne. Hein. Parce qu'il y a un moment, c'est vrai que. Bah, tu me parlais aussi, on en parlera peut-être après, des monstres. Ouais. Ouais, on va en parler après. Non, j'allais partir sur les monstres. Tu me disais qu'il y avait des monstres qui t'avaient gêné dans leur représentation, notamment les monstres qui avaient des hybridations plus avec les insectes. C'est vrai que les insectes, bon voilà, c'est connu comme étant quelque chose qui est assez répulsif, hein, naturellement pour l'humain. Et là, du coup, je me dis, oui, à quel point ils auraient pu jouer avec les potards sur le fils pour pas perdre quand même l'identification et l'empathie. Parce que c'est ça la grande question, et c'est une question assez passionnante. Ouais. Et je vais, alors, je laisse, excuse-moi, je finis peut-être le truc. Ce que je trouve vraiment chouette, c'est qu'il y a quand même une rupture avec la façon d'aborder le genre dans ce film que je trouve pertinente. On n'est pas dans un film américain, en fait, on a quand même comme... alors je reprends un petit peu des trucs que j'ai entendus sur la chaîne occasionnée. On a une espèce de pensée un peu de la menace, du paranoïaque, des personnes qui sont attaquées, de l'étranger qui va venir détruire le système de l'intérieur. Voilà, c'est quand même des scénarios un peu xénophobes. Voilà. Et il y a des chouettes films, hein, mais voilà, sur le plan, on va dire, idéologique, on est quand même plus sur une pensée assez sécuritaire, et il faut se défendre, il faut trouver le moyen de s'en sortir face à la menace. Là, en fait, il y a une proposition de changer ce regard-là. Moi, je trouve que c'est vraiment chouette.
Après voilà, je me demande sur effectivement à quel point en fait il réfléchit le film sur notre regard par rapport à l'altérité et par rapport à des figures qui sont quand même peut-être dérangeantes pour nous et comment on peut aborder ça en fait. Oui, c'est ça. Je sais pas si le film travaille tant que ça la mise en scène à ce niveau-là. C'est très exigeant, mais je pense que c'est très difficile à faire. Là, peut-être ce que je dis. Mais c'est pour ça que je veux pas faire de faux procès au film. ouais, mais c'est quand même ça, c'est presque le sujet quoi. Je pense que voilà, pour moi c'est le sujet, mais tu fais moins un film grand public peut-être. Peut-être. Tu fais moins un film qui résout tout et à la fin papa et le fils sont peut-être. Mais bon, moi c'est peut-être ce qui m'a manqué en fait sur le film. C'est vrai que voilà, quand tu penses monstre, tu penses, je sais pas, la créature de Frankenstein et alors monstre. C'est peut-être aussi ça qui est aussi à questionner. Hein. L'idée du monstre, de ne pas voir les animaux comme des monstres, quoi. Clairement, de toute façon, tu vois. Mais il y a quand même, ça reste quand même des chimères qui nous met en scène. Et même la manière dont le film décide d'aborder les transformations, il y a quelque chose quand même de douloureux. Et d'un petit peu sale quand même. Tu vois, il y a des fluides, il y a du sang. Quand il se coupe les ongles, il saigne quoi. Et c'est quelque chose qui, alors je sais pas si c'est en mode automatique, alors, le body horror sous l'influence de notre ami alors, Cronenberg. Oui, parce que peut-être en fait, c'est vrai que Cronenberg est un réalisateur du coup canadien qui a fait d'excellents films, hein, mais qui a été adoubé par la critique et les cahiers du cinéma. Et c'est vrai que du coup, tu as l'impression que comme il est adoubé par la critique et qu'on peut avoir une approche intellectuelle du cinéma de Cronenberg, ça va être vraiment l'influence la plus grande de tout le cinéma français, quoi. Parce que comme on est des auteurs, vous comprenez, on fait pas du spectacle forain. Et mais c'est vrai que moi je trouve qu'il y a globalement cette question du corps, c'est un truc qui m'a beaucoup travaillé, qui m'a posé question, du moins. C'est-à-dire, je trouve que c'est très partagé par tous les films français. La violence physique, les corps lacérés, les effets gore qui font mal au spectateur, c'est quelque chose qui est très très présent dans plein de films français de genre, qui se réclament comme fantastiques. Et alors c'est pas la seule option en fait du cinéma fantastique. C'est loin d'être central à mon avis dans le cinéma fantastique. Mais en France, c'est vraiment quelque chose qu'on voit en fait. Alors moi, je me suis dit, c'est peut-être l'influence de Cronenberg, sûrement. Hein. Mais ou je sais pas, un rapport au corps plus présent que chez les Américains, ou je sais pas. T'as plus la sensation qu'ils peuvent en faire un objet d'art, quoi. Tu vois, c'est la performance, le travail sur le corps, quoi. Là où, mais c'est vrai que c'est une option qui revient généralement souvent et qui donc dans le film, se met en place. Et moi, la question que je me pose, c'est vrai, c'est quel sentiment, et pour faire écho presque à ce que disait Capture Mag, quels sentiments vont te provoquer ces créatures-là, tu vois. Ouais. Moi, la séquence que tu évoques, il y a une séquence centrale dans le film qui est plutôt chouette. D'ailleurs, voilà, je dis, il y a une séquence, en fait, quand le fils va s'en aller, après une séquence de course-poursuite à la fin, vers le 3e acte, il va se cacher dans la forêt et le fils va être tout seul et on va être livré avec lui dans la forêt, la nuit, c'est très silencieux. D'ailleurs, j'en parlerai plus tard, mais les nuits sont bien filmées dans ce film-là. La photo des nuits, je trouvais que c'était vraiment des points forts visuels du film. Je trouvais que c'était bien fait. Et donc on a une séquence où justement il se retrouve avec d'autres bestioles dans la forêt. Bon, bien sûr, on aura vu tout au long du film, il y a aussi l'homme oiseau qui est assez présent, fixe. Là, ce moment-là, justement, où on est dans la forêt, avant qu'il y ait l'attaque des humains de l'armée là, qui viennent récupérer Paul. Paul, il s'appelle Paul ? Non, il s'appelle Émile. Pourquoi j'appelle Émile ? C'est Paul Kircher. Ah voilà. C'est l'acteur. C'est pour ça. Donc, avant qu'il récupère l'ado, je trouvais ça très réussi. Je trouvais que justement, c'était en rupture un peu avec le cinéma français, qui est à l'œuvre dans pas mal de séquences du film, en fait. Et justement, je parlais de là. Autant les nuits sont bien filmées et belles dans ce film, autant il y a beaucoup d'options de lumière que je trouve à l'avenant de ce qui se fait en cinéma français. Alors je sais pas si c'est des problèmes aussi où on met l'argent, parce qu'effectivement la lumière c'est du temps de préparation pour les équipes et c'est un dispositif lumière assez lourd pour éclairer une scène même à l'extérieur peut-être, je sais pas, ça coûte de l'argent. Je me pose des questions, mais pour le coup le film, je trouve qu'il est chouette dans ces séquences là, mais dans les séquences de tout venant du quotidien, c'est assez la photo je la trouve pas géniale. Et même, alors là on va parler de découpage, le découpage il est vraiment à l'avenant du cinéma français classique, c'est-à-dire caméra épaule, il y a 2 acteurs, un champ contre champ, et puis on a terminé quoi. Et il n'y a pas de mise en espace, là je voulais en parler plus tard, mais la mise en espace
comment on aurait pu réfléchir, je sais pas moi, à montrer, comme par exemple dans E.T. de Spielberg, où est la forêt par rapport au domicile des gens. Il y a un enjeu là, parce qu'il y a tout un enjeu dans le film avec la forêt. Voilà. Le problème, c'est que c'est tellement. Il n'y a pas de mise en. Il y a pas le travail de découpage, c'est comme quand je parlais aussi d'Anatomie d'une chute, ça sert à ça, quoi. Mise en espace, mise en temps et en espace. Où sont les gens, comment ils se déplacent dans cet espace. Et c'est très très peu travaillé ça. Peut-être un peu dans la séquence qui est pas mal réussie aussi quand même Du champ. de l'hypermarché. D'hypermarché. Ah aussi, voilà. Il y a la séquence d'extérieur nuit et compagnie que je trouve assez chouette, et la séquence d'hypermarché. Voilà. Non, alors, bon, après, je suis d'accord avec ce que tu viens de dire. Non, moi, c'était plus sur la manière dont, par exemple, le fixe est montré, tu vois. Et qu'est-ce que... Donc, c'est l'homme oiseau dans les bois. Voilà, l'homme oiseau, et sa transformation progressive, donc, en oiseau, quoi. Alors, moi, je m'attendais à voir un bec quand ils enlèvent le pincement. Oui, c'est vrai, moi non plus. Et, en effet, qu'est-ce que cette transformation-là et donc les oripeaux visuels qui sont, on va dire, développés, te provoquent toi en tant que spectateur, en fait. Tu vois. Et comment, en tant que personne telle qu'il existe... Mais il y a tout un enjeu du regard, en fait, le spectateur. Comment tu vas regarder les gens. Et en fait, je pense que c'est ce que fait, par exemple, le film Freaks de Todd Browning. Voilà, Freaks, donc c'est un film sur les monstres, qui est un grand classique réalisé par Todd Browning dans les années 30, j'ai plus la date exacte. Je recommande, il y a Pacom Thielman qui a fait une vidéo essai sur Blast dans son format sur les films. Et voilà, et là pour le coup, tu as vraiment un travail sur le regard. Comment tu regardes ces gens-là? Alors, ils filmaient en plus des véritables personnes qui avaient des problèmes physiques, qui avaient des physiques atypiques, on va dire. Mais voilà, et ce film, c'est pas ce film-là en tout cas. On n'essaie pas de travailler trop le changement du regard sur les monstres, parce que ça aussi, c'est un film français. Je vais dire des choses un peu basiques, peut-être, et peut-être un peu excessives, hein, tu me diras. Bah, c'est un peu du prêt-à-penser, quoi. Au début de la première scène, on a la première scène avec l'homme oiseau. On voit donc il est dans une ambulance. Je crois que le film voudrait que ce soit une menace, mais en même temps, on sait que c'est une victime. Très vite, on comprend assez vite que c'est une victime. Voilà. Et du coup, bah oui, dès le début, on sait que c'est des victimes. Et bon, nos spectateurs, on est du coup. Alors, c'est très bien qu'on soit de leur côté. Moi, c'est pas ça. Moi, je veux qu'on soit de leur côté. Mais je trouve été intéressant peut-être de travailler ce renversement, ce regard qui change. Voilà, je trouve que en tout cas, sur le plan cinématographique, je pense qu'il y aurait vraiment quelque chose à faire sur ça. Non, moi, pour terminer sur mon point avec l'oiseau, c'est que je j'ai pas senti, justement, tu parlais de Todd Browning, de fascination, ou dans la manière de filmer, ou d'amour, ou autre chose, en fait, ou d'un véritable point de vue sur les bestioles, en fait. Dans la manière de les filmer, ou dans même la manière de les mettre en scène. Genre, tu vois, le vol de l'oiseau, c'est pas une séquence super enthousiasmante en termes de alors qu'il y a quelque chose à faire, quoi. Voler, c'est quand même quelque chose de fort, tu vois, pour un être humain. Mais je pense... sachant que c'est bon, voilà, on reste dans un truc peut-être humano-centré, mais la séquence en elle-même, moi, elle m'a pas fait avoir la chair de poule ou autre chose, quoi. Je pense qu'on est un peu dur. Mais je te rejoins. C'est-à-dire qu'en fait, je pense que c'est une histoire de point de vue. On est du point de vue de... Alors, je vais dire Paul, mais c'est Émile. Ouais. D'Émile. On est du point de vue d'Émile qui est au sol. Et après, il y a un plan peut-être qui est fait au drone avec... subjectif, après, on le voit passer à travers les branches. Moi, j'étais sur les effets spéciaux, l'intégration, tous les plans en fait, du vol d'oiseau, j'étais pas... Je sais pas pourquoi, ça m'a pas... J'ai eu du mal avec cette intégration. Je sais pas toi si moi, c'est pareil. ça va. Moi, je pense que s'il y a un truc à faire sur l'oiseau, c'est plus sur le design global. Mais tu crois pas que c'est aussi une histoire de ok, je suis d'accord. Mais même j'allais te dire pour aller dans ton sens, le plaisir là, il aurait pu faire une séquence effectivement où voler sans voler. Ouais. Il y a un truc à faire. Ah mais clairement. Il y a un truc à jouer. Alors peut-être certains te diront qu'ils l'ont senti, cette espèce de frémissement de l'homme oiseau, l'homme qui s'affranchit du sol, quoi. Moi, c'est vrai que je l'ai pas senti, mais moi non plus a priori, tu vois. Alors après, est-ce qu'il s'est dépatouillé aussi avec des contraintes techniques? Je pense que c'est malgré tout que l'industrie française n'est pas dans ce... C'est une anomalie de faire des séquences comme ça dans notre industrie, donc peut-être que voilà, c'est peut-être ça aussi qui joue, qui fait qu'on n'a pas les coups des franches pour suffisamment le faire à hauteur de l'enjeu scénaristique. Je sais pas. Peut-être. Ouais, alors du coup la question de la révélation du monstre, comme on disait tout à l'heure, donc les monstres sont montrés très rapidement de face. On voit l'homme oiseau, c'est le premier qu'on voit en entier.
C'est vrai que la question, c'est vraiment normalement un enjeu, mais c'est plus dans les récits de thriller fantastiques, quoi, où le monstre va attendre le dernier tiers du film pour le montrer. Il y a un enjeu dans la révélation du monstre, hein, c'est des codes, voilà. Donc là, au moins, il s'affranchit de ça, donc pourquoi pas. Mais pas tout à fait, parce que là, bon, là, je vais me pointer des trucs. Je pense que c'est une histoire de budget. Il va pas montrer les créatures suivantes. Il y a donc toute l'intro du film avant le titre du film. Quoique, peut-être, oui, en fait, si, je pense scénaristiquement, c'est parce que la mère, il veut la montrer après. Après, oui, je pense. C'est pour ça qu'il la montre pas complètement dans la première séquence. Je pense que c'est surtout pour ça. Mais elle avait l'air plus humaine, en fait. Donc, il aurait peut-être pu plus la montrer. Mais c'est vrai que je me suis plusieurs fois demandé quand même l'histoire des gros sous, quand même, sur ce film. Non, mais peut-être. Hein. En tout cas, que ça a sûrement dû jouer. Mais après, c'est courageux, voilà, de faire un film avec quand même des créatures comme ça, en pied, tout le temps. Voilà. Je pense que c'est aussi ça qui fait que le film est intéressant. Il n'y a pas que des effets numériques en plus, on peut saluer ça, quoi. Il y a quand même des choix aussi où il y a des monstres, je sais plus, un monstre qui attaque à un moment, une espèce de restaurant. C'est un animatronique, il me semble, c'est Amorce. C'est voilà. Une bestiole, c'est une des bestioles qui donc est un être humain qui est devenu un morse. Tout à fait. Après voilà, je pense que tout ce qu'on dit, ça découle de ce que tu parlais tout à l'heure, à savoir voilà le cinéma français et cette position vis-à-vis du cinéma de genre et de la tonalité. Quel ton tu as pour te différencier des Américains? Il n'y a pas que les Américains. Mais bien sûr, ou les Espagnols. Les Japonais, par exemple, quand ils font des films japonais de fantastique, ils ont une manière de faire. La J-horror, c'est une manière de faire. Oui, bien sûr. Mais alors, la différence, c'est qu'ils ont un folklore. Et voilà, c'est pour ça. Et le folklore, je pense qu'il fait vraiment... Il est important, la question du folklore. Je dis ça totalement désintéressé. On en reparlera plus tard. Mais oui, la question, effectivement, comment on traite aussi notre rapport au patrimoine et au folklore. Effectivement, peut-être tu as raison. Et comment tu te réappropries ça en fait? Ouais, oui, tout à fait. Mais les Américains, voilà, on n'est pas obligé de copier forcément les Américains, mais moi je pense qu'il y a des pistes quand même qui sont bien dans ce film qui fait qu'on n'a pas la même approche que les Américains. D'autres choses que je regrette, c'est vraiment le découpage quand même. J'aurais aimé un peu plus de rupture avec les Américains, mais ça tient aussi à des options scénaristiques en fait, un peu les deux. Hein, c'est ça, ouais, ça tient pas mal. Déjà au fait que même si c'est intéressant, le film est pas structuré comme tu disais, comme un film de genre. Oui. Oui. Alors après, c'est possible parce que c'est pas il est pas structuré comme un film de genre. Qu'est-ce qui fait qu'il est pas structuré comme un film de genre? Tu peux élaborer? Comme tu disais au tout début, c'est les choix en fait de. Si on prend par exemple le Loup-garou de Londres, on est vraiment sur le truc classique. Le personnage, il a commis une faute. Oui, tu veux dire que l'archétype, c'est pas une structure archétypale. En fait, il est voilà. Ouais. En fait, le film, en fait, il est structuré comme un film français. Ouais. Mais avec des monstres dedans. Exactement. C'est vraiment ça en fait. Voilà. Moi, c'est vrai que là, je me dis, là, c'est le vœu que je fais pour le cinéma français et par rapport au fantastique. C'est qu'ils arrivent vraiment en fait, que le cinéma fantastique change le cinéma français, en fait. Mais pas forcément en mal, dans le sens où tu aurais un truc industriel, où ça tuerait le cinéma d'auteur, où ça serait hégémonique ou quoi. Mais que ça permettrait peut-être une esthétique peut-être qui se développe, qui soit originale et singulière. Comme il y a eu les courants... je sais pas moi, les western spaghetti ou ce qu'on appelle les western italiens. Désolé, ça fait un peu raciste en fait, dit comme ça. Mais voilà, qui est vraiment un truc où. Mais je parle dans l'optique du cinéma populaire aussi, voilà. C'est-à-dire que moi, je milite un petit peu pour les vertus du cinéma populaire et du bon cinéma populaire et du grand cinéma populaire. Je suis pas tant pour faire des chapelles. Moi, je veux qu'il y a toujours des films compliqués et même plus élitistes, si on veut, qui existent. Mais je pense que ce serait bien que dans le cinéma populaire, on ait une espèce de bouffée d'oxygène là, qui soit revitalisée par le cinéma de genre. Pour l'instant, j'avoue que ce que je vois, moi, me enthousiasme guère. Après, peut-être aussi que je suis très exigeant. Voilà. Non, parce que ça a l'air d'être un succès, donc... on va voir si c'est un succès. Après, moi, je trouve bien, hein, écoute, tant mieux. Moi, après, moi, je suis pour... Idéalement, voilà, le cinéma français, t'as envie que tous les... qu'il soit... Il est varié, c'est quand même un cinéma qui a plein de vertus, il se fait attaquer, en plus. Il y a eu des attaques, là, sur le CNC, sur à quel point, en fait...
il faut que les films soient rentables. Voilà, et ça, c'est un truc qu'il faut questionner. Cette histoire de rentabilité. Moi, je suis pour qu'il y ait plusieurs cinématographies et plusieurs genres. Alors, plusieurs types de films qui éclosent dans ce cinéma. Et il y en a. Malgré tout, on voit qu'il y a une domination économique et on sait où elle est. Quoi. En fait, ce qui est dommage, c'est que généralement, l'hybridation entre le cinéma français et le cinéma de genre, elle est jamais sur les points forts du cinéma de genre. À savoir toujours au détriment. Voilà, c'est... Le cinéma de genre, tu peux t'épanouir dans une écriture parce que tu travailles des codes et de mise en scène, quoi. De travailler le découpage. Oui. C'est des films qui sont quand même généralement plus versés sur ces questions-là. Je pense qu'il y a moyen de faire un truc où il y a un travail sur les acteurs, avec les acteurs, où il y a un travail sur le scénario, où il y a un travail sur tout. Voilà, là où des fois où vraiment je trouve que le parent pauvre, c'est souvent dans le cinéma français, tout ce qui est visuel. On a un rapport, je sais pas, à l'image ou quoi. Alors, je sais pas, je vais répondre à Bégodeau à un moment là, dans la jeune occasionnée qui parle oui, vous avez qu'à regarder de la pub si vous aimez le cinéma. Enfin, si vous comment dire, je sais plus ce que c'est sa formule, tu t'en souviens? C'est si vous voulez des films visuels. Regarder de la pub. Ouais, bon, c'est une manière caricaturale. Voilà, moi je veux des films d'auteur, hein, pas de souci. Hein. Mais c'est vrai que, putain, je veux des films d'auteur avec des options de mise en scène où vraiment il y a la singularité, quoi. Voilà, c'est tout, quoi. Je suis désolé, moi, malgré tout. C'est pas un téléfilm, Anatomie d'une chute, mais il y a des options de téléfilm un peu dans sa manière de filmer. Je le dis un peu pour provoquer, mais je suis pas tout à fait loin de la vérité. Et celui-là aussi, quelque part. Et sur certains points. Sur certaines séquences. Et téléfilm, ça veut dire que c'est enregistré. La mise en scène, la scène est enregistrée, avec des options assez basiques. On cherche pas à aller plus loin. On cherche pas à produire du sens avec la caméra. Surtout, tu vois, moi, je trouve que c'est ce qui est un peu le symptôme ultime de ça, c'est la résolution finale du film, là, tu vois. Ouais. Où tu peux avoir... je pense que si tu avais vraiment travaillé là... Il y a une idée de découpage, il y a une idée de mise en scène un peu. Ouais, comment tu la résumerais, toi? Parce que globalement, ça tourne autour d'un paquet de chips. Ah oui, vas-y. C'est vrai, ça tourne autour de... Non, mais alors, voilà, là, c'est une erreur de scénario. C'est une erreur de scénario, mais qui, je pense, c'est quand même lié au fait qu'il n'ait pas voulu, je pense, régler son film par quelque chose peut-être de plus axé sur le genre, à savoir le point de jonction entre l'humain et le monstre et la bestiole. Mais encore une fois, voilà, pourquoi c'est du scénario? C'est même pas du scénario, c'est du dialogue. Mais ça aussi, mais tu as raison. Moi, c'est vrai que j'aurais tendance comment dire? Mais ça, c'est mes goûts aussi, et je pense que c'est contestable. Hein. Pour moi, le dialogue, c'est pas... je vais le mettre secondaire, moi, personnellement. C'est une option du cinéma. Il y a des très bons films dialogués. Voilà, tu vois, La maman à la putain, par exemple, c'est un film de 3 heures où ça dialogue, et c'est vraiment le truc du film. Moi, c'est vrai que je suis un peu plus visuel dans ma sensibilité, et je préférais que ce soit plus réglé par du visuel, et par de l'audiovisuel, hein, autant qu'à faire. Voilà. Après, pour répondre à ta question, alors on a été dur, on a dit que là, il y avait des trucs téléfilms, oui, il y a quelques séquences de mise en scène où je me suis dit, ah ouais, là c'est pas mal. Il y a une séquence quand Émile, j'y arriverai pas, hein, monte dans un arbre, et il y a la caméra qui a un retard sur lui, ce qui va plus vite. Ça, je trouvais que c'était intéressant. Là, vraiment, là, on dit, ah ok, il y a une idée de cinéma, là. La caméra n'arrive pas à le suivre. Elle est sur une espèce de grue, elle est très, très douce dans le mouvement et compagnie. Ça, c'est une très bonne idée. La séquence de fin, oui, tu disais, c'est le dialogue avec le paquet de chips. C'est parce qu'il y a un implant dans la première séquence avec tu manges des chips n'importe comment, et à la fin, le père bouffe des chips pour montrer la résolution. Ah ben voilà, maintenant, moi aussi, tu peux aller, je vais bouffer les chips. C'est vrai que c'est vraiment maladroit. Disons que c'est pas une idée très forte, en fait. Mais voilà, mais l'idée de mise en scène, c'est dans la dernière seconde, hein, spoiler, ça va être la course du fils, qui va se perdre dans cette espèce d'image kinétique là, du défilement des arbres. Voilà. Et là, t'as un petit truc de mise en scène, t'as un petit truc de découpage. Il y a une idée de découpage. Qui d'ailleurs me rappelle, je crois, le dernier plan du Triangle of Sadness de Robin Osloon. Je sais pas si tu t'en souviens. Ouais, oui. Avec le gars qui court, et c'était un plan complètement... alors, désolé, on parle d'un autre film complètement. Mais c'est un truc qui me vient juste à l'esprit, où il y a à la fin, je crois, le mec qui est devenu... qui a perdu donc, sa femme, je crois. Et qui, on le voit courir. Oui, on le voit courir. Et on va sur quelque chose d'abstrait. Je suis sûr que c'est un trope, en fait. C'est un trope, à la fin, les personnages qui s'émancipent, ils courent. Oui. Mais après, pourquoi pas? C'est une figure. Non, mais c'est des figures de style. Et les figures dans le cinéma, voilà, c'est un trope. C'est une figure qui est reprise par plusieurs films. Pourquoi pas, tant que le film en fait quelque chose de singulier. Bon, là, oui, effectivement. Bon, c'est peut-être pas le truc le plus original du film. Mais... Moi, c'est juste que le visuel, en tout cas le travail, ce travail-là, ça permet, je trouve, d'arriver sur des émotions plus complexes et universelles, en fait, pour les spectateurs. Oui, parce que tu parles du non-verbal. Voilà. Et je trouve que c'est ça qu'on doit... Enfin, personnellement, je trouve que c'est Kubrick, quoi, le non-verbal, quoi.
ouais, c'est ce qu'on devrait viser en tant que cinéaste, un truc qui soit... Ne soyons pas dogmatiques. Non, mais... Je rigole, je suis d'accord avec toi, mais... Ben, en tout cas, moi, je pense que c'est... En tout cas, pour ce cinéma-là, qui a une dimension plus viscérale, qui parle de mythes, qui parle de... Ouais, j'ai la sensation quand même que c'est plus vers ça que ce type de film tire sa force. Et c'est quelque chose que je trouve qui est quand même un chouïa dépourvu du film quand même. Tout à fait. La dimension sensorielle, elle est un peu travaillée quand même dans la séquence de nuit là, qu'on a dit. Oui, c'est pour ça que je trouve que c'est une des meilleures séquences. C'est vrai. Voilà. La séquence, bon, il y a la poursuite et puis après il y a le silence. Car après il y a la séquence où il voit sa mère. Il y a toute une séquence où il n'y a pas de dialogue. Voilà, je trouve que c'est vraiment chouette ça. Donc bon. Tout n'est pas à jeter. Ah non, tout n'est pas à jeter. Mais je pense que ça reste un effort intéressant. Mais je pense que... On n'est pas encore dans le devenir animal, le devenir fantastique du cinéma français. La métamorphose est vraiment lente. Très lente. Voilà. Enfin, voilà. Sachant que, bon, voilà, après, il faut pas qu'il y ait que des films fantastiques. C'est pas ce qu'on dit. Non plus. Voilà, après j'avais juste noté aussi que la forêt était un chouette... la forêt des Landes, là, qui est un chouette lieu. Il y a des belles séquences aussi filmées quand même dans la forêt des Landes. Voilà, donc ça c'est plutôt positif aussi. On a des territoires qui peuvent être cinégéniques, quoi, cinématographiques. Après, je pense que c'est un des trucs aussi du film, du fait qu'on parte de Paris. Le film met en scène presque sa propre métamorphose, dans le sens où on quitte Paris, on quitte les appartements urbains pour aller vers quelque chose d'un peu plus le sud, quoi. On le sait ce qu'il faut faire, voilà, il faut quitter les cloisonnements des appartements, aller filmer des territoires, aller filmer des paysages, voilà, essayer de... Arrêter de filmer des gens sous Prozac, filmer des gens qui mangent du chips. Il y a des cinémas d'auteurs qui le font, ça aussi, voilà. Les cinémas sous Prozac. Tu avais un truc à dire peut-être sur la conclusion? Non, après je pense qu'on a dit plus ou moins ce qu'on voulait dire sur le film. Voilà, donc... intéressant sur le cinéma français. Je pense que ça dit où on en est. J'ai préféré moi ce film à d'autres propositions. Bon voilà, je sais pas si vous avez écouté notre épisode sur Ducournau Titane. Voilà, donc on a préféré peut-être le film de Thomas Caillet. Attendons de voir ce que c'est la suite. C'est vrai que on verra. Je pense que c'est compliqué quand même de faire un film comme ça. C'est là où on voit la lourdeur un peu du dispositif, parce que tu te dis putain. Il y a des effets, il y a quelques effets, mais c'est pas dingo non plus, quoi. Je pense que dans un film américain, on se dirait ah ouais, c'est un petit budget, quoi. C'est un petit budget, quoi, pour un film fantastique. Non, c'est vrai. Mais c'est vrai que c'est un des trucs du film. Ça reste un film dans l'ambition qui, justement, parce que c'est juste un récit de passage à l'âge adulte, reste un petit film. Oui. Même si on aime bien les petits films. On aime bien les petits films, mais il y a une machinerie qui presque appellerait à aller un peu plus loin. En fait, c'est surtout ça. Tout à fait. Et voilà. Est-ce qu'on clôture du coup notre avis sur ce film ? Écoute, je pense qu'on peut clôturer. Ouais. Donc, ce qu'on peut dire peut-être aux gens, c'est que on va avoir un peu d'actualité dans les semaines qui viennent. On vous invite à aller vous abonner à la page de Dédale Édition sur Instagram et Facebook pour suivre l'actualité. Dédale Édition, on mettra le lien en description. C'est Dédale au pluriel, Édition au pluriel. Voilà, un petit projet qu'on a fait avec eux. On va revenir, j'espère, assez vite, parce qu'on a prévu d'en enregistrer un nouveau podcast très vite. Est-ce qu'on dit le film qu'on va faire ? On peut teaser. Sauf si on est sauf si au final on se... Si on fait off. On va peut-être off. Voilà, Goldman, le procès Goldman, j'aimerais bien le voir quand même, on verra. Mais ça commence par S. Le réalisateur commence par S. Et ça finit par un E. Non, mais c'est il parle très vite. Notre homme au... Notre homme sûr. Notre homme sûr, hein, notre Martin Scorsese, qui revient à la fin du... bientôt, là, du coup, dans 2 jours pour nous. Voilà, donc on espère qu'on sortira les 2 podcasts assez rapidement. Truc à rajouter, Nico ? Non, c'est bon. Et on va vous souhaiter en tout cas une bonne fin de journée, une bonne soirée si vous écoutez ce podcast le soir. Et on vous dit à très bientôt et pour de nouvelles aventures. À bientôt. Ciao.